Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'entraînement polarisé. Plus précisément, ce sera une série de 3 vidéos. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui caractérise l'entraînement polarisé, comment est-ce qu'on peut le définir et pourquoi est-ce que celui-ci a été développé. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai des études qui comparent d'autres approches de l'entraînement versus l'entraînement polarisé pour essayer de voir laquelle semble être la meilleure ou la plus optimale. Et dans la dernière vidéo, je vous expliquerai comment est-ce que vous pouvez polariser votre entraînement. Globalement, quand on s'intéresse au progrès dans les sports d'endurance, on considère qu'il y a 3 grands piliers, l'entraînement, la récupération et l'alimentation. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au premier pilier qui est l'entraînement et on va parler de l'entraînement polarisé. L'entraînement polarisé ou l'approche de la périodisation polarisée ou encore la planification polarisée, on peut utiliser les 3 termes, s'est développé ces dernières années et a cherché à dépasser les limites d'autres approches plus traditionnelles de l'entraînement. Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'entraînement polarisé, je vais d'ores et déjà répondre à la question qu'est-ce que c'est que l'entraînement polarisé ? C'est censé être un équilibre optimal entre des charges d'entraînement hebdomadaires à basse intensité et des charges à haute intensité. Ce qu'on entend le plus souvent, c'est une répartition 80% de charges à basse intensité et 20% de charges à haute intensité. Donc ça, c'est vraiment une définition un peu globale de qu'est-ce que c'est que l'entraînement polarisé. Et moi, je vous propose maintenant qu'on rentre un petit peu dans les détails et qu'on aille voir plus précisément qu'est-ce que c'est que cette approche de la périodisation de l'entraînement. Plus précisément, pour mieux comprendre ce que c'est que l'entraînement polarisé, je vous propose qu'on s'appuie sur la revue de littérature de Idren et Cohen, publiée en 2015 dans un des journaux de sciences des sports les plus prestigieux qui soient. Juste avant qu'on rentre dans les détails de cette revue de littérature, je voudrais revenir sur quelques définitions de concepts que je vais utiliser dans cette vidéo pour être sûr que tout le monde est au clair sur qu'est-ce que c'est que ces concepts. La première chose dont je vais parler de temps en temps, c'est l'échelle RPE, Rate of Perceived Exertion. Pour vulgariser, c'est une échelle de perception de l'intensité de l'effort. Il y en a 2 types couramment utilisés, une qui s'étend de 1 à 10 et une qui s'étend de 6 à 20. La plus utilisée étant, sauf erreur de ma part, celle qui s'étend de 6 à 20. Donc l'individu répond sur cette échelle de ce qu'il pense de l'intensité de l'effort, 6 étant l'évaluation la plus basse et 20 étant l'effort maximal ne pouvant pas être soutenu longtemps. Le deuxième concept que je vais manipuler un petit peu dans cette vidéo, c'est l'idée de seuil ventilatoire. Seuil ventilatoire 1, seuil ventilatoire 2. Le seuil ventilatoire 1, c'est un moment de l'exercice où l'intensité augmentant, votre respiration va augmenter également, votre rythme respiratoire, votre respiration va augmenter. Un des marqueurs que vous avez passé le seuil ventilatoire numéro 1, c'est qu'il devient difficile de parler. Vous pouvez parler que de manière saccadée, vous pouvez encore faire des phrases, mais celles-ci sont plus difficiles à tenir et vous ne pouvez pas tenir une discussion sans vous arrêter et respirer fréquemment. Le deuxième seuil ventilatoire, c'est le seuil ventilatoire 2. C'est un seuil qu'on dépasse après le seuil ventilatoire 1 quand l'intensité de l'exercice continue d'augmenter. Un marqueur du dépassement du seuil ventilatoire numéro 2, c'est que vous n'êtes plus du tout capable de faire une phrase entière. Si vous devez prononcer des mots, ce sera uniquement des bribes de mots entrecoupés. Vous pouvez au mieux dire un mot, mais il vous est impossible de faire une phrase continue. Votre respiration a une fréquence élevée et vous avez vraiment besoin de ventiler parce que l'effort est intense. Le seuil ventilatoire 1 correspond au seuil lactique 1, c'est-à-dire un moment où la concentration de lactate dans votre sang augmente à cause de l'intensité de l'exercice. Ça augmente linéairement et ça a dépassé généralement 2 millimoles par litre de sang, c'est une moyenne. Et le seuil ventilatoire 2 correspond au seuil lactique 2, c'est-à-dire le moment où vous avez dépassé encore une fois un certain seuil de concentration du lactate sanguin et généralement en moyenne on considère que c'est au-delà de 4 millimoles. Au seuil lactique 2, la différence c'est que ça n'augmente plus de manière linéaire mais ça augmente le lactate sanguin augmente de manière exponentielle. Et enfin le dernier concept qu'on va utiliser c'est celui de zone 1, 2 ou 3. En fait l'approche polarisée se base moins sur des indicateurs communs de l'intensité de l'effort, comme par exemple la répartition du temps d'entraînement entre les 5 zones cardiaques, comme donnent la plupart des montres. Par exemple les Garmin ou les Coros, elles donnent les répartitions de l'entraînement entre la zone 1, 2, 3, 4 et 5. L'entraînement polarisé, il ne s'intéresse pas spécialement à ça, mais lui, il divise l'intensité de l'effort en 3 zones. Zone 1, zone 2, zone 3. Zone 1, ce sera l'intensité de l'effort, c'est-à-dire tous les exercices que vous pouvez réaliser qui sont en dessous du seuil ventilatoire 1. La zone 2, c'est toutes les intensités d'exercice qui sont comprises entre le seuil ventilatoire 1 et le seuil ventilatoire 2. Et la zone 3, c'est toutes les intensités d'exercice qui sont au-delà du seuil ventilatoire 2. Donc ça nous fait 3 zones, la plus facile en termes d'intensité, une modérée et une intense, on va dire. L'entraînement polarisé ne rejette pas l'idée de fréquence cardiaque et de zone cardiaque. Juste pour eux, ce qui est intéressant, c'est les fréquences cardiaques dans la zone 1, les fréquences cardiaques dans la zone 2 et les fréquences cardiaques dans la zone 3. Mais ce qui détermine la zone 1, la zone 2 et la zone 3,
ça va être le seuil ventilatoire, le seuil lactique et la perception de l'effort. Alors d'après Eden et Cohen, dans leur revue de littérature de 2015, avant l'apparition de l'entraînement ou de la planification polarisée, il existait 3 approches dominantes de la périodisation de l'entraînement, qu'ils appellent également modèle de périodisation. On retrouvait principalement le modèle au seuil, le modèle au volume et le modèle haute intensité. Dans le modèle au seuil, la plupart des entraînements en aérobie seront un échauffement progressif, puis une montée en intensité jusqu'à un travail dans les zones modérées, un maintien de cette intensité, puis un retour au calme. Dans un entraînement qui suit le modèle au seuil, quand on regarde la charge hebdomadaire, on a environ 50 à 60% du temps d'entraînement hebdomadaire, donc de la charge hebdomadaire, qui est passé en dessous du seuil ventilatoire 1, donc dans la zone 1, c'est-à-dire 50 à 60% des entraînements qui sont évalués comme faciles par les participants, donc qui sont sur une échelle de 1 à 10 de perception d'effort en dessous de 4, sur une échelle de 6 à 20 en dessous de 13, et qui seront en dessous du seuil lactique 1 et donc du seuil ventilatoire 1. Et ensuite, dans la semaine, on aura également 40 à 50% de la charge hebdomadaire qui seront dans la zone 2, c'est-à-dire entre le seuil ventilatoire 1 et le seuil ventilatoire 2. C'est-à-dire que 40 à 50% des entraînements par semaine seront entre le seuil lactique 1 et le seuil lactique 2, entre le seuil ventilatoire 1 et le seuil ventilatoire 2, et seront évalués entre 14 et 16 sur une échelle RPE qui va de 6 à 20 et entre 5 et 6 sur une échelle RPE qui va de 1 à 10. Donc ça c'est pour le modèle appelé au seuil, 50 à 60% de la charge hebdomadaire en zone 1, 40 à 50% en zone 2. Maintenant le modèle au volume, celui-ci est un petit peu plus simple à comprendre, 100% des entraînements en suivant cette périodisation doivent être réalisés en dessous du seuil ventilatoire 1. Donc c'est-à-dire que 100% de la charge hebdomadaire d'un athlète qui suit la périodisation dite au volume verra ses entraînements en dessous du seuil lactique 1, donc en dessous du seuil ventilatoire 1, et réalisera des efforts dont la difficulté sera perçue inférieure à 13 sur une échelle allant de 6 à 20 et inférieure à 4 sur une échelle allant de 1 à 10. Donc ça c'est pour le modèle de périodisation dit au volume. Et le dernier modèle qui existait avant l'approche polarisée, c'était celui qu'on appelle haute intensité. Dans cette approche-là, on retrouve une répartition dans la charge hebdomadaire globale équitable entre des entraînements faciles et des entraînements difficiles, c'est-à-dire 50% d'entraînements réalisés dans la zone 1 et 50% des entraînements réalisés dans la zone 3. Donc ça veut dire que dans une approche à haute intensité, 50% des entraînements seront en dessous du seuil lactique 1, en dessous de 13 sur une échelle de perception d'intensité allant de 6 à 20, en dessous de 4 sur la même échelle allant de 1 à 10, et 50% des entraînements seront dans la zone 3, c'est-à-dire au-dessus du seuil lactique 2, donc au-dessus du seuil ventilatoire 2, et avec des perceptions d'effort supérieures à 17 sur une échelle de perception allant de 6 à 20, et supérieures à 7 sur une échelle allant de 1 à 10. Donc ça c'est pour le modèle haute intensité, 50% en zone 1, facile, 50% en zone 3, et répartition équitable du temps d'entraînement par semaine entre la zone 1 et la zone 3. Alors maintenant on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a eu une transition progressive vers l'entraînement polarisé dans certains sports. D'après les auteurs, Eden et Cohen, cette transition ne vient pas des évidences scientifiques, mais vient en fait des entraîneurs et du terrain. Dans leur article, ils mettent en avant qu'en 2010, plusieurs rapports avaient été publiés mettant en avant que certains entraîneurs d'athlètes de haut niveau en endurance, par exemple en ski de fond, avaient changé les méthodes d'entraînement d'une méthode par exemple au seuil ou haute intensité, qui était plutôt utilisée avant, vers un nouveau type de méthode qui ressemble à ce qu'on appelle le polarisé. Donc cette transition du terrain s'est faite avant les évidences scientifiques et après les évidences scientifiques sont venues confirmer l'utilité de l'approche polarisée. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette transition au niveau du terrain? Les auteurs les expliquent par quelques évidences scientifiques qui ont été publiées. D'une part, les 3 modèles que je vous ai présentés par avant auraient plus tendance à générer de la lassitude chez les athlètes, une baisse de motivation. Et d'autre part, certains modèles, comme le modèle au seuil ou le modèle à haute intensité, favoriseraient les blessures et favoriseraient le surentraînement. En effet, dans la littérature, on retrouve plusieurs évidences scientifiques qui montrent que au plus un athlète passe de temps par semaine dans une zone intense, dans une zone d'entraînement intense, au plus on observe des blessures chez lui et au plus le risque, le odds ratio comme on appelle ça, la probabilité de blessure augmente chez cet athlète. Alors dans le modèle au seuil, on a des athlètes qui vont passer environ 50% du temps dans la zone 2 et dans le modèle en haute intensité, on a des athlètes qui vont passer 50% de leur temps d'entraînement dans la zone 3. Donc ça représente quand même des gros volumes dans des zones intenses qui probablement favoriseraient les blessures et le surentraînement. Et les auteurs considèrent que c'est ce constat-là qui a amené les entraîneurs à petit, dans certains sports, adopter l'approche polarisée. L'entraînement polarisé, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit au préalable, un des
des premiers postulats de cette approche-là, c'est d'éviter de se baser sur des pourcentages de VO2 max, des pourcentages de la fréquence cardiaque maximale ou de la fréquence cardiaque de réserve, mais plutôt de s'appuyer sur d'autres marqueurs physiologiques comme le seuil ventilatoire, le seuil lactique et la perception d'effort. La périodisation polarisée ou le modèle d'entraînement polarisé propose une répartition que les auteurs considèrent optimale entre une quantité de charge hebdomadaire passée dans des entraînements faciles et des entraînements difficiles. Donc une répartition qu'on retrouve souvent, c'est 80% en zone 1 et 20% en zone 2. Je reviens dessus par la suite. Un autre point qui est important à noter dans l'approche de l'entraînement polarisé ou par le modèle polarisé, c'est le souhait d'éviter le plus possible les entraînements dans la zone 2, c'est-à-dire les entraînements au seuil. L'objectif de l'entraînement polarisé est de réserver cette zone 2 qui est en fait la zone, les allures de course, les allures à laquelle on va réaliser une compétition dans des sports d'endurance. L'objectif de l'approche polarisée est de passer le plus de temps possible en dehors de cette zone 2 au milieu et de passer du temps en zone 1 et du temps en zone 3. Et de réserver la zone 2 au moment des compétitions ou à quelques moments de préparation très spécifiques et très rares dans une planification. L'entraînement polarisé propose la répartition suivante. 75 à 80% de la charge hebdomadaire devrait être réalisée en zone 1, c'est-à-dire en dessous du seuil ventilatoire 1, en dessous du seuil lactique 1, avec des efforts où la perception d'effort est inférieure à 13 sur une échelle de 6 à 20 et inférieure à 4 sur une échelle de 1 à 10. Ensuite, on devrait retrouver 0 à 10% de la charge hebdomadaire dans la zone 2, c'est-à-dire qu'entre 0 et 10% du volume d'entraînement total sur la semaine sera réalisé entre le seuil ventilatoire 1 et le seuil ventilatoire 2, donc entre le seuil lactique 1 et le seuil lactique 2, et à des niveaux de perception de difficulté d'effort entre 14 et 16 sur une échelle qui va de 6 à 20 et entre 5 et 6 sur une échelle qui va de 1 à 10. L'entraînement polarisé insiste sur le fait que cette zone 2 représentent les allures de course et doivent être réservées à la compétition. Et enfin, on devrait retrouver 15 à 20% de la charge d'entraînement hebdomadaire dans la zone 3, c'est-à-dire 15 à 20% du volume total d'entraînement réalisé sur une semaine devrait être au-dessus du seuil ventilatoire 2, au-dessus du seuil lactique 2, à des perceptions d'effort supérieures à 17 sur une échelle allant de 6 à 20 et supérieures à 7 sur une échelle allant de 1 à 10. Je vous fais apparaître juste ici un graphique que j'ai réalisé et qui résume tout ce que je viens d'expliquer juste ici avec les 4 modèles de périodisation de l'entraînement qu'on a discuté. On retrouve à gauche l'entraînement à haute intensité avec 50% de la charge hebdomadaire dans la zone 1, c'est-à-dire la zone d'entraînement facile, et 50% de la charge hebdomadaire dans la zone 3, c'est-à-dire la zone difficile. On retrouve ensuite le modèle de périodisation dit à haut volume, c'est-à-dire avec 100% de la charge hebdomadaire d'entraînement réalisée en zone 1. La troisième barre représente le modèle de périodisation dit au seuil avec 40% de la charge hebdomadaire réalisée en zone 1 et 60% de la charge hebdomadaire réalisée en zone 2, 0% en zone 3. Et ensuite, on retrouve le modèle de périodisation avec 75 à 80% de la charge hebdomadaire réalisée en zone 1, 0 à 10% de la charge hebdomadaire réalisée en zone 2 et 15 à 20% de la charge hebdomadaire réalisée en zone 3, c'est-à-dire dans des zones d'entraînement difficiles. Donc la première chose qu'on remarque comme différence entre la périodisation polarisée et les autres modèles, c'est pas spécialement le type de séances qui vont être réalisées, c'est pas spécialement le type de cycle, est-ce qu'on va avoir une augmentation progressive, des semaines de décharge, pas de semaines de décharge, combien de semaines on charge, etc. Bref, tout ça c'est globalement similaire, même s'il y en a certaines qui sont plus linéaires que d'autres dans les modèles que j'ai mentionnés. La grande différence qu'on retrouve entre les 3 modèles que je vous ai cités au début de la vidéo et le modèle polarisé, c'est la quantité de charge hebdomadaire, le pourcentage de charge hebdomadaire qui va être passé en zone 1, en zone 2 et en zone 3. Où le but dans l'approche polarisée est de passer beaucoup de temps en zone 1, très peu de temps, le moins possible en zone 2 et une certaine quantité de temps dans les zones 3. Pourquoi est-ce que les auteurs proposent cet équilibre? C'est pour avoir une certaine quantité de travail dans les zones intenses sans favoriser le risque de surentraînement et de blessure, mais tout de même avoir un volume d'entraînement hebdomadaire qui est dédié au développement des plus gros systèmes cardiovasculaires, comme par exemple la VO2 max, et avoir également des temps de travail dans les zones basses qui sont moins fatigantes, moins pathogènes, qui génèrent moins de blessures, et qui elles aussi induisent des adaptations à l'aérobie pertinentes. Et donc éviter le temps de travail dans la zone 2, qui serait le temps de travail pour les auteurs le plus fatigant et réservé aux compétitions. En conclusion, l'entraînement polarisé, c'est simplement une répartition qui se veut optimale entre une quantité de charge hebdomadaire facile, une quantité de charge hebdomadaire difficile et un évitement des charges d'entraînement hebdomadaires qui sont moyens, modérés, intermédiaires. Cette approche de l'entraînement générait plus de diversité dans les entraînements proposés, moins de risques de blessures et moins de risques de surentraînement.
Tout ça cumulé, ils sont censés favoriser la motivation des athlètes et le gain de performance grâce aux différents temps passés dans les zones mentionnées. Pour résumer tout ce qu'on a discuté dans cette vidéo, je vous propose ce tableau qui est simplement une version traduite et adaptée de ce que Idren et Cohen proposent dans leur article en 2015, où on retrouve les marqueurs qui sont censés représenter la zone 1, la zone 2 et la zone 3 pour la charge d'entraînement. Et on retrouve également, en fonction du modèle de périodisation auquel on s'intéresse, le temps hebdomadaire qu'un athlète est censé passer dedans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici. Comme je vous le dis à chaque fois, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et que je puisse continuer à vous proposer ce type de contenu, c'est de s'abonner à ma page, d'aimer la vidéo, de la commenter et pourquoi pas de la partager. Je vous invite également à me rejoindre sur mes autres réseaux comme Instagram, je vous ai mis le lien dans la description. Et également dans la description, vous retrouverez un lien vers l'article version écrite sur le site coursetmieux.fr qui est associé à cette vidéo et où se trouve la citation de l'article scientifique auquel je fais référence ici. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.